Bonjour les premières spécialités physiques. Donc une autre petite vidéo pour ce magnifique confinement qui commence super avec la classe à la maison, avec un ENT complètement en vrac. Comme quoi tout fonctionne, comme dirait Monsieur Blanquer, tout a été parfaitement prévu. Bon, malheureusement, il y a eu une attaque, une cyberattaque des aliens qui viennent de la galaxie d'Andromède et qui ont tout cassé, tout ce qui avait été prévu. Oh, bah, dis donc, hein. Quel dommage. Bon, alors, pour rester sérieux, j'ai mis mon masque au cas où les aliens arrivent chez moi et me gazent avec un gaz en. Ouais, bon, allez, j'arrête les bêtises. J'enlève ça. Voilà. Donc, on va faire une petite vidéo aujourd'hui sur la synthèse d'un arôme. C'est une synthèse organique, c'est-à-dire qu'on fait une réaction chimique afin de fabriquer une molécule précise. Donc en l'occurrence ici, c'est l'acétate d'isoamyle qui est une molécule qui sent la banane. Hein, c'est ce qu'il y a dans les bonbons à la banane et ça donne l'arôme de banane, l'odeur, c'est pareil d'ailleurs, l'arôme et l'odeur de banane. Alors, le TP, c'est celui-là. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, je vous le montre à l'écran. Voilà, voilà. La première page, puisqu'il y a 5 pages, hein, c'était celle-là. Celle-là, c'est la page qui donne toutes les instructions, le protocole opératoire et les justifications du protocole opératoire, qu'on a normalement lu avec ceux qui ont eu la chance de venir, qui n'étaient pas isolés. Mais enfin, il y a déjà une... je crois avoir fait... Non, j'ai pas fait de vidéo de cette synthèse, mais le sujet est sur Pronote. Pronote fonctionne, c'est déjà ça, mais uniquement par l'appli, pas en passant par le NT. Donc c'est uniquement via le téléphone portable. Alors, pour ce qui est de l'impression des documents via le téléphone portable, c'est pas facile, mais enfin ça se fait par NFC sur certaines imprimantes Wi-Fi. Voilà, bah, si vous n'arrivez pas à imprimer, au moins vous avez le document à l'écran, vous voyez ce que je raconte, hein, par rapport au document. J'essaierai de vous préciser pardon, à chaque fois quelle page j'utilise pour vous indiquer où on en est. Mais enfin bon, ce qu'il faut, c'est avoir le document. Et comme je l'ai indiqué sur Pronote, c'est mieux de l'imprimer et de l'avoir en papier et de le remplir à la main pour rappeler les vrais cours. Et puis, c'est voilà, pédagogiquement, c'est mieux. C'est-à-dire que en écrivant et en faisant soi-même le schéma, puisqu'il y a des schémas de demander, c'est quand même mieux de le faire à la main. Voilà. Bon, donc, euh, on va remplir tout simplement la feuille qui est à remplir, qu'on a fait, on a commencé à le faire avec ceux qui étaient vraiment là pour cette séance, mais on va recommencer pour ceux qui n'étaient pas là. Donc, petit 1, réaliser la synthèse de l'acétate d'isoamyle à l'aide du protocole. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, cette partie-là, c'est principalement en classe, quand on l'a fait en TP, en salle de TP, c'était principalement pour déjà voir le matériel, ce que c'est qu'un chauffage à reflux, et on va d'ailleurs l'expliquer là, comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble. Et là, dans cette partie-là, ce qu'on veut, c'est que vous appreniez à faire un schéma de chimie organique qui reprend les différents composants principaux de cette synthèse. Alors, comme d'habitude, je vous le montre à l'écran, vous pouvez faire pause le temps de le recopier pour voir comment ça marche, ce montage. Alors, je vous le présente à l'écran, je crois qu'on a tout là. Voilà. Vous mettez sur pause et vous le recopiez. Et moi, je vais donner les explications. Donc, en haut, le réfrigérant. C'est un réfrigérant à boules. Pourquoi à boules? Tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a comme des boules qui vont permettre d'augmenter la surface de contact entre les gaz qui vont sortir du ballon et les parois en verre qui sont froides. Alors pourquoi ces parois en verre sont froides? Tout simplement parce qu'autour de ces boules, il y a de l'eau froide qui circule. C'est un réfrigérant. C'est-à-dire qu'on fait passer
de manière continue pendant toute la manip de l'eau froide qui sort du robinet tout simplement. D'ailleurs, vous regardez sur le schéma, vous voyez bien que l'entrée de l'eau est en bas du réfrigérant et la sortie de l'eau est en haut. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. C'est pour des raisons d'efficacité. On fait rentrer l'eau par le bas et la sortie de l'eau par le haut, tout simplement pour éviter qu'il y ait des bulles d'air qui se forment. Parce que si vous faites le contraire, si vous faites rentrer l'eau par le haut et la sortie de l'eau par le bas, eh bien, l'eau va bénéficier, en plus de la pression du robinet, va bénéficier de la gravité, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à tomber extrêmement vite dans le réfrigérant, et immanquablement, il va y avoir des entrées d'air par les tuyaux, par les joints, parce que là, il va y avoir un effet qu'on appelle un effet Venturi, donc ça va aller très vite et ça va aspirer de l'air, et il y a de l'air, il y a des bulles d'air qui vont rentrer dans le réfrigérant, et bien ça, c'est pas bon pour l'efficacité de réfrigérant, et donc on fait rentrer l'eau par le bas. Alors, autre chose à remarquer, on a dessiné le ballon, bien sûr. Dans ce ballon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le milieu réactionnel. Alors, qu'est-ce que c'est que le milieu réactionnel? C'est tout simplement les réactifs qu'on a mis dedans. Donc, je vous rappelle qu'il faut bien sûr lire avant de prendre connaissance de cette vidéo, lire intégralement la première étape, la fabrication de l'ester, c'est-à-dire le protocole opératoire. Dans ce ballon, on a mis 20 ml d'acide acétique. L'acide acétique, c'est le vinaigre, hein, je vous en ai déjà parlé. C'est l'acide éthanoïque pour la nomenclature, celle qu'on a vue ensemble. C'est un acide carboxylique. Donc, à cet acide carboxylique, on rajoute 20 ml d'alcool isoamylique. Donc, comme son nom l'indique, c'est un alcool. Son vrai nom, on le verra tout à l'heure, c'est le 3-méthylbutane-1-ol. On verra ça tout à l'heure. Mais le mélange de ces deux réactifs, acide acétique et alcool isoamylique, eh ben, ça fabrique l'acétate d'isoamyle, celui qu'on veut fabriquer, celui qui sent la banane. Et la réaction est sur la première page du protocole expérimental. Donc, ce milieu réactionnel est composé, comme je viens de vous le dire, de 20 ml d'acide acétique et 20 ml d'alcool isoamylique. Vous remarquez, dans le petit ballon, on a fait des petits ronds en bas. Ces petits ronds, qu'est-ce que c'est? C'est des pierres ponces. Les pierres ponces, vous savez ce que c'est, hein. La pierre ponce, c'est une pierre qui a la particularité de flotter, qui est très peu dense, qui est remplie de petites bulles d'air. C'est de la lave, hein, tout simplement. De la lave refroidie, bien sûr. Et cette pierre ponce, elle sert à quoi dans ce milieu réactionnel? Tout simplement à réguler l'ébullition, c'est-à-dire que si on ne met pas ces pierres ponces, au lieu d'avoir des petites bulles, on va avoir des grosses bulles comme ça qui vont monter dans le ballon, qui vont salir le bas du réfrigérant et qui vont en plus empêcher justement que les vapeurs montent régulièrement en haut dans ce réfrigérant. Et donc, ces pierres ponces, c'est vraiment indispensable à au bon déroulement de cette synthèse. Donc sous le ballon, il y a quoi? Un chauffe-ballon pour faire chauffer le milieu réactionnel. Et en dessous le chauffe-ballon, qu'est-ce qu'on a? On a un élévateur, hein. C'est la croix avec un petit support. J'essaierai de vous mettre une vidéo quand même pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est bien dommage. Une vidéo de ce montage en vrai, parce que là c'est un schéma, c'est pas très parlant. Pendant que j'y pense, il faut que je vous montre. C'est à la page 133 de votre livre, il y a une activité qui s'appelle rendement d'une synthèse. On reviendra là-dessus en fin de séance, mais il y a une page, donc la page 133, qui parle exactement de la même synthèse que celle qu'on a faite ensemble avec les élèves. Pour ce qui est du dessin un petit peu mieux au niveau de ce que j'ai fait moi, il y a à la page 131 un dessin du chauffage à reflux. C'est le document 4, page 131. Voilà. Bon, enfin, j'essaierai de vous mettre une vidéo d'un vrai montage. Alors, pour en revenir toujours à notre montage, on peut se demander pourquoi on a mis un chariot élévateur, un élévateur sous le chauffe-ballon. Eh bien, tout simplement, c'est pour des raisons de sécurité. Parce que là, ça ne se voit pas, mais en réalité, que ça soit le réfrigérant ou le ballon, ils sont fixés sur une colonne, hein, et ils ne peuvent pas bouger. Donc s'il y a un problème, on ne peut pas savoir. C'est ça la sécurité. Le principe, c'est de prévoir l'imprévisible.
Donc, s'il y a un petit souci dans la réaction et dans le ballon, et si on veut arrêter le chauffage immédiatement, il ne suffit pas de débrancher le chauffe-ballon. Vous savez qu'il y a une inertie, c'est comme la plaque chauffante qu'il y a dans votre cuisine. Si on coupe le chauffage, si on coupe l'électricité, ben, le chauffe-ballon continue de chauffer. Et s'il y a un emballement de la réaction, voilà, ça continuera de chauffer, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on fait en chimie traditionnellement, c'est que sous le chauffe-ballon, on met un élévateur, c'est-à-dire que le montage est fait, est mis en hauteur exprès, et en cas de problème, on baisse l'élévateur et on retire carrément tout le chauffage, le chauffe-ballon, tout. Donc le ballon se retrouve sans aucun chauffage, et immédiatement, bien évidemment, la température dégringole, et s'il y a un problème de chauffage en emballement de la réaction, ça s'arrête immédiatement. Donc voilà pourquoi il y a un élévateur dans ce montage. Je crois que j'ai fait le tour. L'explication du montage à reflux, du chauffage à reflux. Alors, je l'ai marqué, je ne sais pas si vous l'avez vu quand j'ai présenté le montage, mais j'ai marqué que ça permet de maintenir l'ébullition sans perte de matière. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, dans le ballon, le mélange réactionnel est porté à ébullition, c'est-à-dire qu'il bout, il y a des bulles qui se forment. Ces bulles, c'est des bulles de gaz. Le gaz va monter dans le réfrigérant, puisque les gaz chauds, ils montent naturellement vers le haut. Ils vont monter dans le réfrigérant et ils vont arriver dans ce réfrigérant où c'est refroidi. Donc ce gaz qui est chaud arrive dans un réfrigérant froid et il repasse en phase liquide. Il va donc former des petites gouttelettes sur les boules à l'intérieur du réfrigérant. Ces petites gouttelettes vont se rassembler et qu'est-ce qu'elles vont faire? Par gravité, elles vont retomber dans le ballon, retomber dans le milieu réactionnel. Quand elles retombent, on appelle ça le reflux, d'où le nom chauffage à reflux. Et ça nous permet de chauffer à ébullition sans que les gaz s'échappent dans la salle. Parce que si on ne mettait pas ce réfrigérant, on pourrait chauffer à ébullition. À la fin, on aurait bien fabriqué notre acétate d'isoamyle, mais il serait parti complètement dans l'atmosphère et ce n'est pas vraiment le but. Donc, on met ce réfrigérant pour éviter de perdre de la matière. Alors, vous pourriez me dire, pour éviter de perdre de la matière, il suffirait de boucher avec un bouchon hermétique le ballon, mais dans ce cas-là, enfin je ne sais pas si vous avez déjà essayé une cocotte minute chez vous, quand vous fermez un récipient hermétiquement et que vous le chauffez très fort et que vous le portez à ébullition, rapidement vous fabriquez une bombe, tout simplement, ça explose sous la pression de la vapeur. Donc on est obligé de faire cette ébullition à l'air libre, à la pression atmosphérique normale, mais on ne veut pas perdre de matière, donc on a trouvé la solution. On ne fabrique pas de bombes, c'est mieux quand même dans un laboratoire, et on ne perd pas de la matière grâce à ce réfrigérant qui recondense les vapeurs, qui les font retomber dans le milieu réactionnel, et comme ça l'ébullition continue sans perte de matière. Donc voilà pour l'explication du du montage à reflux. Ensuite, on vous pose une question. Non, pardon, avant on vous demande un autre schéma, un schéma de l'ampoule à décanter. On vous dit schématiser ci-contre et annoter l'ampoule à décanter en précisant quelles sont les phases en présence et ce qu'elles contiennent. Alors, j'ai fait le schéma en question de l'ampoule à décanter. Voilà. Vous pouvez mettre sur pause comme d'habitude pour reprendre le schéma sur votre feuille. Voilà le schéma donc de l'ampoule à décanter. J'ai mis deux flèches. La phase du haut, c'est la phase organique. La phase du bas, c'est la phase aqueuse. Ça, c'est une fois que la réaction est finie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait les 20 minutes d'ébullition, la réaction a eu lieu entre l'acide acétique et l'alcool isoamylique. On a donc fabriqué notre ester, l'acétate d'isoamyle. Et donc, une fois cette réaction terminée, il y a deux phases parce que l'acétate d'isoamyle va former une phase organique. Et pourquoi elle forme une phase? Parce qu'elle ne se mélange pas avec la phase aqueuse, un peu comme l'huile et l'eau. C'est une phase organique et donc c'est une phase qui ne se mélange pas à la phase aqueuse. La phase aqueuse, elle va être constituée de quoi? Des restes de l'acide acétique qui n'a pas réagi et puis de l'eau qui a été fabriquée pendant cette réaction, parce que je vous ferai remarquer que, regardez l'équation bilan, on a la formation d'eau. Il y a plus H2O à la fin de la réaction chimique. On me demande de justifier pourquoi l'ester se trouve dans la phase du haut.
La phase du haut, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est la phase qui a une densité inférieure à 1. Je vous rappelle, la densité, quand elle est inférieure à 1 pour un produit, ben, ce produit flotte dans l'eau. Et quand la densité est supérieure à 1, ce produit coule. Par exemple, c'est comme quand vous faites de la vinaigrette et vous essayez de mélanger de l'huile et du vinaigre. Le vinaigre, c'est la phase aqueuse. Et l'huile, c'est la phase organique. Ça ne se mélange pas, vous le savez. On peut faire une émulsion, c'est-à-dire des petites billes de l'un dans l'autre, en passant la fourchette et en secouant, mais très rapidement, ça se resépare et naturellement, euh, l'huile passe au-dessus du vinaigre, l'huile passe au-dessus de l'eau, parce que l'huile est moins dense que l'eau. D'accord? Bon, bah là, c'est pareil. La phase aqueuse, elle est moins dense que l'eau, donc elle est au-dessus. Euh, Passons à la suite. Alors, après les différentes phases de lavage, mesurer le volume du produit obtenu à l'aide d'une éprouvette. Nous n'avons pas eu le temps de faire ça en vrai quand on a fait la manipulation. Donc on prendra une valeur que j'aurais prise un peu au hasard. D'accord? Enfin, peu importe, c'est pas le problème, ça sera pour le rendement. Le principe, enfin, le principal, pardon, c'est de comprendre le principe du rendement. On va passer donc à la page 4 sur 5. C'est petit 2, identification des molécules. Voilà, d'accord? Alors, je vous le mets, hop, la correction, voilà, petit 2, identification des molécules. On vous demande la formule brute, la formule semi-développée et les noms. Donc voilà, vous pouvez mettre sur pause le temps de recopier tout ça. Et une fois que vous avez recopié tout ça, je vous explique. Donc le premier réactif, c'est l'acide acétique. Sa formule brute, alors comment on la trouve? Ben, on peut trouver déjà la formule semi-développée. C'est CH3, C double liaison et COH. Elle découle de la formule topologique qui est dans la réaction donnée dans la première feuille. Donc l'acide acétique, comme vous l'avez vu sur le schéma que je vous ai présenté, sur la formule semi-développée, j'ai entouré en rouge la fonction acide carboxylique. Je l'ai noté d'ailleurs en rouge juste en dessous, acide carboxylique. Je vous ai donné la formule brute, C2H4O2. Et en dessous, j'ai marqué le nom dans la nomenclature, le vrai nom en chimie, acide éthanoïque. L'acide acétique, c'est le nom commercial. Le vrai nom en chimie, c'est l'acide éthanoïque. Éthane, 2 atomes de carbone, et oïque, la terminaison oïque pour la famille des acides carboxyliques. Le deuxième réactif, c'est l'alcool isoamylique. Pareil, on le trouve en regardant la formule dans la réaction, l'équation bilan de la réaction. On nous a donné la formule topologique, et à partir de cette formule topologique, on retrouve la formule semi-développée que je vous ai présentée tout à l'heure. Donc on a CH3CH avec un groupement méthyle qui vient s'accrocher sur ce CH, et puis après CH2CH2OH. Donc, comme je vous l'ai présenté sur la correction, j'ai entouré en rouge, comme demandé, la fonction OH, la fonction alcool, le groupe hydroxyle, le groupe OH. C'est un alcool primaire, puisque le carbone fonctionnel, celui qui porte la fonction OH, qui porte le groupe hydroxyle, eh bien, ce carbone n'est lié qu'à un seul carbone, c'est donc bien un alcool primaire. La formule brute, c'est C5H12O, et le nom dans la nomenclature systématique, c'est méthyle-3-butane 1-ol. Alors, pourquoi butane 1-ol? Bah, tout simplement parce que quand on compte la chaîne carbonée la plus longue, il y a 4 carbones. 4 carbones, c'est-à-dire que ça découle du butane. Pourquoi butane 1-ol? Bah parce que par définition, le carbone 1, il doit être toujours le carbone fonctionnel. Ça doit être le carbone qui porte la fonction, proprement dite, la fonction la fonction du... Comment? La fonction de la molécule. Alors, plus exactement, le carbone fonctionnel doit avoir l'indice le plus petit. Bon, ici, l'indice le plus petit, c'est 1, puisque le groupe fonctionnel est au bout. D'ailleurs, je n'ai pas numéroté, je le fais, je le note 1, 2, 3,
4. Je vous montre ça tout de suite, j'ai oublié de le noter. Voilà, j'ai bien numéroté ma formule semi-développée de l'alcool isoamylique. Donc, alors pourquoi je crois que c'est flou, je le remets. Voilà, j'ai bien numéroté la chaîne carbonée principale. Donc cette chaîne carbonée principale, 1, 2, 3, 4, on voit que le OH, je le mets sur le carbone 1. J'aurais pu noter dans l'autre sens. Et mon OH se serait retrouvé sur le carbone 4. C'est pas bon. Il faut que l'indice du carbone fonctionnel, celui qui porte la fonction OH, est l'indice le plus petit. Donc on n'a pas le choix de numérotation. C'est la numérotation que j'ai mis en rouge. Et dans cette numérotation, on voit que le groupe méthyle qui est sur le carbone, là, l'avant-dernier carbone, il est sur le carbone numéro 3. Donc ça s'appelle bien le méthyle 3. Méthyle 3, qui veut dire le groupe CH3 est sur le méthyle numéro 3. Butane, 1 ol. Butane parce qu'il y a 4 carbones dans la chaîne carbonée la plus longue. Et 1 ol parce que la fonction ol, la fonction alcool, est sur le carbone 1. C'est donc bien un alcool primaire. Donc la formule brute, c'est C5H12O, je crois que je vous l'ai déjà dit. On passe maintenant au petit 3, calcul d'un rendement. Alors là, voilà, hop là, faut pas que je mette mon doigt dessus, attendez. Je vous le mets, hop là. J'espère que c'est pas trop flou. Voilà, vous pouvez mettre sur pause. Alors, une fois que vous l'aurez recopié, vous faites une capture d'écran, je ne sais pas, comme vous voulez. Le calcul du rendement. Alors, comment ça fonctionne un rendement? Un rendement, c'est pour comparer la quantité de produits obtenus par rapport en vrai, expérimentalement, par rapport à la quantité théorique de produits obtenus. Alors, cette quantité théorique de produits obtenus, on le fait par rapport aux quantités qu'on a mis dans le ballon et aux quantités qu'on aurait dû récupérer si on avait un rendement de 100%, si on n'avait aucune perte. Bien évidemment, un rendement de 100%, ça n'existe pas. On essaye de s'en rapprocher, mais on n'arrive jamais à l'atteindre. La perfection n'est pas possible. Sauf moi, bien sûr, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je suis parfait. Bien sûr. Alors, donc, on vous demande dans le petit 3, calcul d'un rendement, déterminer la quantité de chacun des réactifs introduits ainsi que la quantité de produits obtenus. Vous préciserez les grandeurs nécessaires, puis vous détaillerez les étapes de calcul. Alors, premièrement, j'ai calculé la quantité d'acide acétique introduit dans le ballon. Alors, je rappelle, je viens de vous montrer à l'écran, vous avez recopié tout ça, et maintenant je vous l'explique. Donc, voyez, vous pouvez lire 20 ml d'acide acétique. Qu'est-ce qu'on en fait de ce renseignement? On utilise la densité de l'acide acétique, et elle est égale à 1,05. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que 1 millilitre d'acide acétique représente une masse de 1,05 g. C'est un peu plus que l'eau, parce que vous savez que 1 millilitre d'eau, c'est 1 gramme. D'accord? Donc, nos 20 millilitres, il suffit de les multiplier par 1,05 et on a la masse de ces 20 millilitres d'acide acétique. Et quand vous faites 20, le volume, multiplié par la densité 1,05, on obtient 21 grammes. Donc ces 20 millilitres d'acide acétique représentent 21 grammes d'acide acétique. C'est de l'acide acétique pur, hein, je crois qu'on avait utilisé de l'acide acétique pur. Bon, donc, cet acide acétique pur qui représente 21 grammes, à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir à calculer le nombre de moles contenus dans ces 21 grammes. Alors, là, j'ai pas le temps de faire un rappel sur les moles. Je pourrais peut-être vous faire une vidéo ou vous envoyer sur un site pour vous réexpliquer la mole. C'est ce qu'on voit normalement en seconde. Je crois avoir déjà fait un rappel en vrai, en cours, mais je sais que c'est pas suffisant, donc j'essaierai de vous faire un petit rappel détaillé sur les moles. Toujours est-il que la mole, il faut se rappeler que c'est une quantité de matière qu'on utilise en chimie qui nous permet en quelque sorte de disposer du nombre de molécules ou du nombre d'atomes de chaque réactif dont on dispose dans une réaction.
Donc ici, par exemple, là, on est en train de calculer le nombre de moles d'acide acétique. Bah, c'est comme si on calculait le nombre de molécules d'acide acétique, ce qui est quand même relativement assez compliqué, mais qui est assez simple quand on a les bonnes techniques. Alors, l'acide acétique, sa formule brute, c'est C2H4O. Ce que je fais, c'est grand M. Grand M, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle la masse molaire. La masse d'une mole d'acide acétique, comment on la calcule? Eh bien, on utilise les masses atomiques molaires qui sont données dans le tableau de la classification périodique. Je vous rappelle que à la fin de votre livre, enfin à la fin, oui, à la fin, sur la page, sur le rabat, vous avez la classification périodique des éléments à la fin du livre. Et dans chaque case, vous avez la masse molaire de l'élément considéré. Donc mon acide acétique, il est formé de quoi? Il est formé de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. La masse atomique molaire du carbone, elle est de combien? On regarde, on va voir dans la case du carbone, on voit que c'est 12 grammes par mol. Mais attention, il n'y a pas qu'un carbone dans l'acide acétique, il y en a deux. Donc il faut le multiplier, cette masse molaire, par 2. Ensuite, on a 4 hydrogènes, donc on fait 4 fois la masse atomique molaire de l'hydrogène. Et enfin, on a 2 oxygènes, et on a 2 fois la masse atomique molaire de l'oxygène. Tiens, j'ai oublié, je m'aperçois, petite faute de frappe sur ma formule. Il y a un 2 qui manque devant la masse atomique molaire de l'oxygène. C'est là, ici, j'avais oublié le 2. Voilà. D'accord? Alors, donc, quand on fait ce calcul, 12 pour le carbone, donc 2 fois 12, ça fait 24, plus 4 fois 1, 1 c'est la masse atomique molaire de l'hydrogène, donc ça nous fait 4, 24 plus 4, 28, plus 32, eh bien ça va nous faire 60 grammes par mol, c'est-à-dire une mol d'acide éthanoïque, eh bien c'est 60 grammes. Ici, on n'a pas 60 grammes, on n'en a que 21 grammes. On l'a calculé tout à l'heure. Donc en fait, on n'a pas une mole d'acide acétique. On a un peu moins. Même pas loin d'un tiers, puisque vous savez que 3 fois 20, quand même, on n'est pas loin de 60. Donc, en prenant 21 grammes d'acide acétique, on a environ un tiers de mol d'acide acétique. Alors, le calcul, c'est pas exactement un tiers, puisqu'il faut faire petit m sur grand M. Petit m, c'est les 21 grammes qu'on a calculé tout à l'heure. Grand M, c'est la masse molaire qu'on vient de calculer, 60. Donc, vous regardez sur le petit calcul que j'ai fait, 21 divisé par 60, et ça nous fait 0,35 mol. Donc, en gros, on a un peu plus d'un tiers de mol d'acide acétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on compte par paquet en chimie. Donc, un paquet d'acide acétique, c'est pas 21 grammes, mais c'est 60 grammes. Donc là, ici, on a un tiers de paquet, un tiers de mol. Un petit peu plus, puisque un tiers, c'est 0,33. Ici, on a 0,35. OK? Eh bien, on fait exactement le même calcul pour l'alcool isoamylique. Donc l'alcool isoamylique, vous suivez toujours pareil la petite correction que vous avez pris en copie tout à l'heure quand vous avez fait votre pause sur la vidéo. Donc 20 ml d'acide isoamylique. La densité de l'acide isoamylique, c'est 0,81. Donc c'est moins dense que l'eau. Enfin voilà, c'est moins dense que l'eau. Donc si on en prend 20 ml, et c'est le cas là, on en prend 20 ml dans notre réaction, donc 20 ml, ça va nous faire 20 fois 0,81 et ça veut dire que ça représente 16,2 grammes d'alcool isoamylique. Alors, cet alcool isoamylique, on a vu tout à l'heure que sa formule brute c'était C5H12O. Donc on fait exactement le même principe que tout à l'heure pour calculer sa masse molaire. Et il y a la formule qui est indiquée sur la feuille. Donc 5 fois la masse atomique molaire du carbone, 12 fois la masse atomique molaire de l'hydrogène. Je vous invite à suivre ce qu'on a écrit tout à l'heure, plus une fois la masse atomique molaire de l'oxygène. Donc 5 fois 12 plus 12 fois 1 plus 16, en tout, ça nous fait 88 grammes par mol. Donc on est très loin d'une mol d'acide isoamylique ici, puisqu'on n'a que 16 grammes. Et bien quand on fait le calcul, toujours pareil, la même formule que tout à l'heure, petit m, la masse de l'échantillon, 16,2 grammes, divisé par grand M,
la masse molaire de l'alcool, ça nous fait 16,2 divisé par 88 et on trouve 0,18 mol. Donc on a 0,35 mol d'acide acétique et 0,18 mol d'alcool isoamylique. Alors, on passe à la page 5 sur 5 et on va répondre à la question sur le rendement. Je rappelle, c'est ça. Alors, la première partie du raisonnement, la voilà. Vous faites sur pause. J'essaye de bien le mettre devant l'objectif. Voilà la première partie du raisonnement pour le rendement et surtout pour le calcul de N théorique. Voilà, vous mettez sur pause, vous recopiez et je vous reprends après. Voilà, vous avez recopié, c'est super. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit sur cette correction? Alors, on me dit qu'on définit le rendement par état, c'est un espèce de N avec une grande jambe. État, c'est quoi? C'est N-exp sur NTH. N-exp, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la quantité de produits obtenus expérimentalement, en vrai. D'accord? Le nombre de moles. NTH, c'est la quantité théorique qu'on obtiendrait si la réaction était totale, c'est-à-dire si on avait un rendement de 100%. Et cette quantité théorique, comment on la calcule? On la calcule à partir de l'équation bilan qui est au début, qui est écrite au début. Et dans cette équation bilan, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que j'ai marqué la première phrase. Une mole d'alcool réagit avec une mole d'acide éthanoïque. Pourquoi une pour une? Eh bien parce que dans l'équation bilan qui est ici, c'est une mole pour une mole. Une molécule pour une molécule. Alors, on n'est pas sur le nombre de molécules, on est sur le nombre de moles. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt de la mole. C'est des paquets. Hein. Donc, si on pouvait compter les molécules, on pourrait faire réagir une mole avec une mole, mais une molécule, pardon, avec une molécule, mais c'est trop petit. Donc, plutôt que de faire réagir une molécule avec une molécule, au laboratoire, on va faire réagir un paquet, dans lequel il y a toujours le même nombre, avec un autre paquet de l'autre réactif, dans lequel il y a toujours le même nombre. Donc, on aurait pu prendre par exemple un paquet en disant, tiens, bah, dans un paquet, on en met 10 molécules. Mais même 10 molécules, c'est pas assez. Et donc, la quantité de molécules qu'il y a dans un paquet, dans une mole, c'est 6,02 10 puissance 23 molécules. 10 puissance 23, c'est 600 000 milliards de molécules. C'est beaucoup. Et alors, pourquoi on est obligé d'en prendre autant? Parce qu'une molécule, c'est tout petit. Et pour se ramener à une échelle humaine, on est obligé de prendre des nombres très très grands. Donc ici, on n'a pas un paquet qui réagit avec un paquet, puisqu'on a fait des calculs, on a dit qu'on faisait réagir 0,18 mol d'alcool, qui va réagir avec, normalement, 0,18 mol d'acide. Sauf que l'acide, on en a pris plus que ce qu'on avait besoin. Au lieu d'en prendre 0,18 mol d'acide éthanoïque, eh ben, on en a pris 0,35 mol, comme on l'a vu tout à l'heure en faisant les calculs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a pris un excès d'acide éthanoïque. Cet excès, il ne va pas réagir. C'est-à-dire c'est de l'acide en trop. D'ailleurs, je l'ai marqué sur le petit texte que vous avez recopié, entre parenthèses, j'ai mis 0,35 mol moins 0,18, c'est-à-dire 0,17 mol d'acide, ne vont pas réagir. Ils restent dans le milieu réactionnel, ils ne servent à rien. Ils sont là en plus. Donc, 0,18 mol d'alcool vont réagir avec 0,18 mol d'acide éthanoïque et on va perdre 0,17 mol d'acide éthanoïque qui ne servent à rien. On doit donc fabriquer avec un rendement de 100% un nombre de moles théoriques d'acétate d'isoamyle, c'est-à-dire celui qu'il y a à la fin de la réaction. Ah oui, parce que dans cette équation bilan, c'est une mole d'alcool plus une mole d'acide donne une mole d'acétate. D'ailleurs, une mole d'eau aussi, hein, en plus. Voilà, donc, c'est une mole pour une mole. Il n'y a pas de coefficient ici, vous voyez, il n'y a pas de coefficient dans cette équation bilan. C'est très simple. Donc, c'est 1 pour 1. Donne 1. Donc, en théorie, on devrait récupérer 0,18 mol d'ester, 0,18 mol d'acétate d'isoamyle, le fameux arôme de banane. Alors, est-ce qu'on récupère 0,18 mol d'ester? On n'en sait rien parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas mesuré le nombre de millilitres de produit final, après toutes les étapes de purification, enfin d'extraction
de notre produit organique, on n'a pas mesuré le volume. Alors, imaginons qu'on ait récupéré 10 ml de produit final. Donc ça, c'est la suite du raisonnement que je vous présente ici, que j'ai écrit sur ma feuille. Alors, je vous montre tout ça. Voilà. Je crois qu'on est bon là. Donc, vous pouvez faire pause et recopier tout ça. Et alors, voilà, c'est toujours moi. Vous avez recopié la correction. Je ne suis pas sûr d'avoir bien montré tout ce qu'il fallait. Alors, attendez, je représente. Pardon. Hein. Voilà. Voilà. Si on avait récupéré 10 ml. Voilà. Ça commence là. Donc, hop. Là, on est bon. On met sur pause, on recopie. Donc, si nous avions récupéré 10 ml de produit final, c'est-à-dire d'acétate d'isoamyle, ça représente quoi en nombre de moles, ces 10 ml? Eh bien, c'est ce qu'on calcule après. Sachant que la densité de l'acétate, c'est 0,88. Donc, l'acétate d'isoamyle, celui qui sent la banane, il a une densité de 0,88. Bien sûr, ça, c'est pas à savoir. On va le chercher sur Wikipédia, ça sort tout de suite. Donc, à combien correspond ces 10 ml en grammes? Eh bien, il faut faire 10 fois 0,88, la densité. Donc, ça nous fait 8,8 grammes. Donc, si on avait récupéré 10 ml d'acétate d'isoamyle, ça veut dire on disposait de 8,8 grammes. Alors, ces 8,8 grammes, pareil, il faut le convertir en nombre de moles. On fait rigoureusement comme tout à l'heure. Donc, je vous ai indiqué la formule semi-développée de l'acétate d'isoamyle qu'on peut retrouver à partir de la formule topologique qui est donnée dans l'équation bilan. Donc, la formule brute, elle est de C7H14O2. Ça nous permet de calculer la masse molaire, donc comme d'habitude, 7 fois la masse atomique molaire du carbone, 14 fois la masse atomique molaire de l'hydrogène et 2 fois celle de l'oxygène. Donc, le calcul est simple, toujours pareil, 7 fois 12 plus 14 fois 1 plus 20 plus 2 fois 16, et ça nous fait un total de 130 grammes par mol. Ah oui, c'est une molécule beaucoup plus grosse, puisqu'on ajoute les deux, hein, globalement, à peu près. Il y a une petite perte avec l'eau, hein, donc ça nous fait une molécule qui est bien plus grosse. Donc forcément, puisque c'est le nombre qui compte dans le paquet, on a toujours le même paquet, la mol, cette mol va être beaucoup plus lourde, 130 grammes par mol. Alors, le nombre de moles expérimental, comment on le calcule? Toujours pareil, le même calcul, petit m sur grand M. Si on avait récupéré 10 ml d'acétate d'isoamyle, on aurait récupéré 8,8 grammes. Donc 8,8 grammes divisé par 130, ça nous fait 6,8 10-2 moles. C'est-à-dire en gros presque 7 centièmes de mol. Souvent au laboratoire, on n'utilise que des petites fractions de mol, parce qu'une mole, mine de rien, c'est quand même une quantité assez importante pour un laboratoire. Je ne parle pas pour l'industrie, mais pour un laboratoire, c'est pas mal. Donc on récupère souvent, quand on fait des expériences au laboratoire, on manipule souvent des petites quantités de mol, et là vous voyez que c'est des centièmes de mol. Donc on récupère 6,8 10-2 mol de produit final. Combien on aurait dû récupérer si on avait eu un pourcentage de 100%? On l'a dit tout à l'heure, on aurait dû en récupérer 0,18. Et là, on ne récupère que 0,068, donc beaucoup moins. Donc pour faire le rendement, eh ben, on applique la formule qui est indiquée au début de la question, hein, au début de la page 5. C'est le nombre de moles expérimental divisé par le nombre de moles théorique. Donc le nombre de moles expérimental, c'est 6,8 10-2 moles, divisé par 0,18. 0,18, c'est le nombre qu'on a calculé tout à l'heure, le nombre théorique, et ça nous fait un total de 0,38. Alors, le rendement s'exprime entre 0 et 1. Quand il est parfait, le rendement, il est égal à 1, ce qui n'arrive jamais, et quand il est nul, il est égal à 0, on ne récupère rien. Là, on est entre les deux, on est à 0,38. On peut l'exprimer en pourcentage, comme son nom l'indique, non pas pour 1, mais pour 100. Et bien, pour trouver pourcent en pourcentage, il suffit de multiplier ce 0,38 par 100, et on obtient donc un pourcentage de 38%, ce qui est très très mauvais. En chimie, c'est très mauvais, c'est-à-dire que
En dessous de 50%, c'est pas terrible. Enfin bon, nous, notre problème n'est pas là. On n'est pas un laboratoire pharmaceutique, puisque les laboratoires pharmaceutiques sont, vous le savez, extrêmement compétents et fabriquent tous les produits nécessaires à la population, comme on le voit tous les jours aujourd'hui avec les vaccins. Oui, c'est pas drôle, non. Donc 38%, 38%, ça veut dire qu'on a 62% de pertes. Bah oui, enfin, notre problème n'est pas, comme je vous le disais, d'avoir un grand rendement, c'est de comprendre le principe de ce rendement pour justement estimer la façon dont on travaille. Plus on se rapproche d'un rendement de 90% et meilleur c'est. En chimie organique, dans un laboratoire, avec des gens qui travaillent correctement, on obtient facilement, enfin facilement, il faut quand même faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais on obtient facilement des rendements de 90%. D'accord? Donc nous, 38%, de toute façon, ça se base sur une valeur prise quasiment au hasard. Hein, les 10 millilitres là, que j'ai supposé avoir récupéré à la fin de notre expérience. Donc voilà, on a fait le tour de cette manipulation sur la synthèse de l'arôme de banane. Donc comme je vous ai dit sur Pronote, cette vidéo est faite pour les devoirs, c'est-à-dire c'est les devoirs à faire pour jeudi prochain. Jeudi combien on sera le 8, je crois, je vérifie, c'est ça, ouais, le jeudi 8 avril. Vous avez normalement regardé aujourd'hui la magnifique vidéo sur l'autre TP, c'est-à-dire le TP sur la caractérisation des groupes fonctionnels des molécules organiques. Voilà, avec tout ça, ça nous permet quand même d'essayer de ne pas complètement se couper de la chimie pendant un mois. Donc jeudi, je compte bien, comme aujourd'hui, vous remettre aussi des vidéos. Donc ça sera sans doute du cours, le cours qui correspond à ces manipulations. Et je vais essayer aussi de faire une petite mise au point sur la mole pour faire un petit rappel, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous en avez besoin, vu que l'année dernière a été aussi chaotique, puisqu'il y avait les mêmes attaques, les cyberattaques d'aliens qui nous empêchaient de travailler, alors que tout avait été prévu par le ministère pour la continuité pédagogique. Hein. C'est quand même pas de bol. Hein. C'est vraiment, on n'a pas de peau en France. Hein. On n'a vraiment pas de chance. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Euh, Vous pouvez mettre, comme ils font là sur les youtubeurs, vos commentaires sous la vidéo. Pas du tout pour dire si la vidéo est bien ou pas bien, ça ne m'intéresse pas. Si vous avez des questions, bien évidemment, sur cette synthèse de l'arôme de banane. Voilà, j'essaierai d'y répondre sur la vidéo d'après. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ne vous rendormez pas tout de suite, j'en vois qui dorment là. Et je vous dis à jeudi. Salut.